Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Mon nom est Antoine Cossé, je suis directeur chez Kerus Canada. Donc très rapidement, Kerus, c'est 20 ans d'existence dans le monde et puis au Québec pour ce groupe international qui est présent dans 17 pays et dont le métier consiste en la gestion des données et de la performance pour les organisations. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes qui sont Élise Michaud-Simard et Camille Dubé, qui sont deux data scientists de l'équipe Kerus Canada et qui vont participer avec moi à la présentation. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un sujet très actuel. Et pour vous dire, donc on a certaines personnes, on a pu voir, qui nous ont rejoints depuis l'international. Mais sachez que ici à Montréal, le sujet de l'intelligence artificielle est un sujet très actuel, est un sujet vraiment bouillonnant. Il n'y a pas, je ne vais pas dire pas une seule journée, mais il n'y a pas une seule semaine où on voit des événements sur l'intelligence artificielle. Montréal est une place vraiment très intéressante au niveau académique, au niveau des infrastructures qui sont développées. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on voit énormément d'investissements qui sont faits dans la région du Québec et particulièrement Montréal. Donc, de mémoire, on a vu par exemple Google qui s'est installé récemment, Facebook qui s'est installé récemment, etc. etc. Et sachez qu'aujourd'hui, on a certains fers de lance au niveau de l'intelligence artificielle mondiale qui sont ici, tant au niveau du secteur privé qu'au niveau du secteur académique également. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans la question qu'on veut adresser, c'est justement, on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup. La question qu'on voulait adresser, c'est de dire, est-ce que cette intelligence artificielle dont on ne cesse de nous parler, notamment au niveau des médias, d'une part, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quelle est la compréhension de ce qu'on met derrière intelligence artificielle? Et puis, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui pour les gestionnaires, pour les entreprises? On nous dit que l'intelligence artificielle, c'est véritablement l'avantage concurrentiel de demain. Donc, on a voulu tirer un petit état des lieux d'abord, et puis également vous proposer quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Alors d'abord, je vais vous poser une question. J'espère que tout le monde réussit à voir l'écran parce qu'on va commencer à dérouler les slides de la présentation. Alors voilà. Est-ce qu'on pensait pouvoir en réchapper? Chaque minute sur Internet, c'est 7 millions de snaps qui sont envoyés, 216 millions de photos qui sont aimées sur Facebook, 2,4 millions de photos aimées sur Instagram, 400 heures de vidéos téléchargées sur YouTube, 10 000 images épinglées sur Pinterest, etc. Donc, aujourd'hui, on interagit énormément avec l'environnement web. Il faut savoir que l'environnement web, et en tout cas les gros players du web, aujourd'hui fonctionnent énormément à partir de l'intelligence artificielle et utilisent énormément les données pour pouvoir entraîner leur modèle et proposer en fait des services innovants. J'imagine que un certain nombre d'entre vous ont pu voir les vidéos très récentes qui sont sorties ces derniers jours sur LinkedIn avec des personnes de Google qui présentaient les nouvelles fonctionnalités du Google Assistant étant capables de faire des réservations directement dans les restaurants à partir de ce qu'on avait booké dans notre agenda. Donc, on en est là aujourd'hui. On a véritablement des gros players qui utilisent nos données en tant que consommateurs. Et je me suis permis d'utiliser une citation donc, de Laurent Alexandre, qui est un Senior Advisor de l'AI Initiative qui est logé aujourd'hui à Harvard,
Et c'est de dire, oui, effectivement, on est en tant que consommateur, en fait, ce qu'il qualifie comme les useful idiots de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que nous fournissons, nous produisons, nous tous, des données qui vont permettre d'entraîner les modèles. Donc, l'intelligence artificielle, y sommes-nous condamnés? Véritablement, la question à poser, c'est, je pense, y avons-nous le choix aujourd'hui? Et puis, on va essayer de différencier aujourd'hui et de se dire, bon, ça c'est notre vie en tant que client, en tant que consommateur. Et ce qui va être très intéressant, c'est de se poser la question aujourd'hui d'un point de vue de l'organisation, des organisations dans lesquelles on travaille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de penser l'intelligence artificielle, non pas comme un client final, ni en tant qu'expert? Aujourd'hui, on rentrera, vous verrez, on va essayer de vous donner quelques clés pour vous donner envie de progresser un petit peu dans la compréhension de l'IA, même en tant que gestionnaire et non pas en tant qu'expert d'apprentissage machine. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on accompagne nos clients dans un positionnement stratégique sur les données. Et on souhaite en fait vous aider à vous poser les bonnes questions par rapport à déjà l'IA, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous au niveau de l'intelligence artificielle, et puis dans votre modèle d'affaires. Quels sont les gains, les différences qu'on peut faire sur le moyen et long terme. Et puis, il y a une notion de maturité qui est très importante ici, puis quelques clés de succès à partager entre nous. Alors, l'intelligence artificielle et ses composantes, c'est très important aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, d'aller à la question d'après. Nous, quand on accompagne beaucoup de clients aujourd'hui sur ces réflexions-là, et nos clients nous disent effectivement, nous, on veut mettre de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir justement progresser au niveau analytique. Et la première question qu'on va poser à nos clients, c'est d'essayer de savoir, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour de vrai? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un mot valise. C'est un peu ce qu'a été le big data dans les 10 à 5 dernières années. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'interprétations différentes derrière le terme de big data. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et on a mis aussi beaucoup de rêves, d'espoir, d'attentes derrière ce mot-là. Aujourd'hui, le nouveau mot un petit peu à la mode et puis le hype du moment aussi au niveau des médias, c'est l'intelligence artificielle. Mais derrière l'intelligence artificielle, il y a plusieurs notions extrêmement différentes et qui vont mobiliser aussi beaucoup de compétences, de technologies qui vont être différentes. Donc il faut aujourd'hui, quand vous allez poser la question de on lance une réflexion stratégique sur l'IA, on lance effectivement des preuves de valeur, des proof of value, des prototypes, on veut commencer à entraîner des modèles, de réussir à savoir mais de quoi vous parlez pour de vrai. Est-ce qu'on parle des systèmes experts, qui sont des systèmes qui vont permettre justement de détecter avec à partir d'un très fort volume et en temps réel des anomalies ou des patterns qui vont être mis en place et de pouvoir prendre des actions de façon très très rapide. Donc on trouve ça par exemple dans l'industrie, on va trouver ça par exemple en finance de marché, c'est bien un des exemples les plus caractéristiques des systèmes experts qu'on connaisse, mais aussi par exemple dans l'électricité, un Hydro-Québec, un Électricité de France, etc., ont des systèmes experts pour mettre sous contrôle un petit peu les processus opérationnels qui roulent en permanence. Est-ce qu'on parle de robotique? Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous ont pu très certainement admirer certains robots, petits robots qui commencent à fleurir dans les halls d'hôtels, dans les halls de restaurants, et qui réalisent aujourd'hui des interactions avec le client, mais qui sont principalement des interactions basées sur des arbres de décision. Et puis, vous avez très certainement eu le moment où vous allez poser une question et puis il va vous dire, voulez-vous voir le menu ou est-ce que je prends un rendez-vous? Et cette réponse-là n'a aucune pertinence par rapport à l'interaction que vous avez souhaitée. Pourquoi? C'est parce qu'on est arrivé au bout de l'arbre de décision qui a été défini. Et puis dans ce cas-là,
le système qui est en arrière va essayer de se raccrocher à une des branches de l'arbre de décision qu'il connaît. Donc aujourd'hui, on a cette partie-là qu'on voit beaucoup au niveau public, puis on a la robotique qui permet aussi d'améliorer des processus opérationnels. Et puis, bon, vous avez vu énormément je pense, de cas d'illustration liés aux robots de Boston Dynamics, etc., etc. La troisième partie, c'est tout ce qui va être autour de la compréhension du langage et la traduction automatique. Pour ce qui est aujourd'hui de la compréhension, on connaît effectivement les traducteurs instantanés et automatisés. On a vu récemment Jeff Dean, donc le patron de Google Brain, était à Montréal pour une conférence et il nous disait qu'aujourd'hui Google réussit à atteindre des taux de fiabilité de l'ordre de 87% dans la validation des traductions pour des personnes bilingues. Donc c'est une application qui est extrêmement intéressante. Mais il faut savoir, est-ce qu'on cherche justement à faire ça, à mettre en place de la compréhension du langage, voire de la traduction automatique. On a aujourd'hui des firmes qu'on voit qui se spécialisent au niveau des centres d'appel, comme Nueco par exemple, qui travaillent énormément sur la compréhension de la voix, la compréhension des mots et de pouvoir orienter automatiquement des clients. On a aussi sur la compréhension du langage, donc là on revient vraiment au métier d'ailleurs historique de Kerus au niveau de la BI et de l'analytique, c'est qu'aujourd'hui on a plusieurs solutions qui nous permettent non plus de fournir à des gestionnaires ou à des directeurs des ventes ou à des vendeurs qui sont sur la route des tableaux de bord, mais finalement des applications qui vont pouvoir, auxquelles ils vont pouvoir poser des questions, comme un Google Home ou un Alexa en disant je voudrais voir quel est mon meilleur client sur telle part de marché ou sur tel marché géographique. Et puis, l'application va se charger de comprendre le langage, de traduire ce langage en un questionnement d'affaires qui va se raccrocher à un set de données, puis traduire ce set de données en une visualisation qui va lui servir. Et tout ça en dedans d'1 à 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Puis ça nous amène aussi à voir l'évolution, une évolution de notre métier pour ce qui est l'utilisation du BI et de l'analytique. On a la reconnaissance visuelle. Donc là, très simplement, c'est de pouvoir, à partir d'images, de qualification d'images, de pouvoir reconstituer des images, reconnaître des images et d'entraîner des modèles qui vont permettre cette reconnaissance visuelle-là. On a aussi la réalité virtuelle. Donc là, on a beaucoup parlé ces dernières années de la réalité virtuelle. On commence à voir des applications extrêmement intéressantes au niveau de la formation, au niveau de la médecine, au niveau ne serait-ce que de pouvoir voir des environnements qui sont très éloignés géographiquement, de pouvoir les qualifier dans un environnement virtuel et prendre des mesures extrêmement précises et pouvoir construire des projets d'ingénierie sur cette base-là. Si on pense à des grands barrages, si on pense à des actions de maintenance sur des matériels qui sont dans des endroits très reculés, on voit cette utilisation de la réalité virtuelle qui arrive. Et le dernier, c'est l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique. La plupart de nos clients aujourd'hui, c'est véritablement le champ d'intelligence artificielle qui les intéresse, c'est-à-dire la capacité de déployer des modèles et de pouvoir qualifier, prévoir, segmenter un certain nombre d'informations et de pouvoir dégager de la valeur pour les données de l'entreprise. Donc, on va se focaliser beaucoup aujourd'hui. Donc là, je vous ai donné un panorama global au niveau de l'intelligence artificielle, mais on va essayer de se focaliser un maximum sur l'apprentissage machine, qui représente très honnêtement 95%, voire 97% des cas qu'on a à traiter, nous, aujourd'hui, chez Kerus Canada. Alors, aujourd'hui, on va passer très rapidement sur la technologie. C'est pourtant quelque chose d'extrêmement important dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et puis de l'apprentissage machine repose beaucoup sur la technologie. Mais le message qu'on veut vous envoyer aujourd'hui, c'est de dire, attention, le fait de trop se focaliser sur la technologie peut être
aujourd'hui une perte de temps. Pourquoi? Parce que ce qui va être très important, et puis on va le voir par après, c'est d'autres composantes de la réflexion. La technologie aujourd'hui, vous le savez, dans les marchés, dans le marché tel qu'il est, on a des gros players, des éditeurs qui ont des solutions, qui intègrent de plus en plus des modules d'intelligence artificielle, de prévision, de prédiction. Et on a aussi un environnement de start-up qui est bouillonnant en ce moment sur l'intelligence artificielle. À Montréal, c'est, je pense, une start-up qui doit se créer par jour. Je pense que le nom de domaine .ai n'a jamais été aussi virevoltant qu'en ce moment. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a énormément de produits qui sont développés. Et naturellement, il faut s'attendre dans les mois et dans les années qui viennent qu'il y ait certains produits qui arrivent sur le devant de la scène et puis qui s'imposent, d'autres produits qui ne vont pas trouver leur cible et puis qui vont péricliter, et puis éventuellement certains concurrents vont leur acheter la propriété intellectuelle et puis on va passer à autre chose, et certains produits qui vont être achetés par les gros players pour être intégrés à leurs offres. Voilà. Donc si vous n'êtes pas aujourd'hui purement des gens de technologie, des gens dans le développement des produits, et donc des experts technologiques par rapport à l'intelligence artificielle, ce que je vous conseillerais, c'est de vous focaliser sur d'autres éléments qu'on va voir après, parce que de toute façon, le marché technologique, le marché des solutions, il arrive, il est là, il est en train de se structurer. Et alors là, je vais prendre un pari, et puis si jamais vous réussissez à me faire mentir, n'hésitez pas à me recontacter par après, mais je pense que pour tout projet, pour tout cas d'affaires que vous serez capable d'identifier aujourd'hui, il y aura demain ou après-demain une solution dans le marché qui va permettre d'y répondre. Soit une solution packagée, soit, bien sûr, une solution qui va être issue des environnements open source. Et puis, aujourd'hui, il y a tout un questionnement quand on se lance dans l'IA qui est de dire, est-ce qu'on prend du packagé, est-ce qu'on prend de l'open source, et puis d'essayer de vraiment bien mesurer les avantages et les inconvénients de chacune de ces modes technologiques. Donc, ne vous en faites pas pour la technologie. De toute manière, le marché est là, le marché s'en vient. Et puis, j'ai même envie de vous dire, l'intelligence artificielle en tant que telle, pour moi, va devenir une commodité demain au niveau de la technologie pure. Alors, qu'est-ce qui est important véritablement quand on lance un programme d'intelligence artificielle? Finalement, le plus important, et ce qui est souligné aujourd'hui, on était justement avec Élise et Camille qui sont avec moi, on était à un grand salon cette semaine à Montréal, et puis on a écouté beaucoup de prestataires de services qui sont liés à l'IA. On a écouté aussi des compagnies d'assurance, des compagnies bancaires, des choses comme ça. Et tous vous disent, ne passez pas de temps à vous interroger sur finalement la mise en œuvre. Passez le temps au démarrage à identifier une valeur d'affaires qui fera la différence pour vous. Donc, ce que vous cherchez dans la mise en place de l'IA, c'est véritablement de trouver des cas d'affaires, des use cases qui vont apporter de la valeur par après. Donc, est-ce qu'on cherche à automatiser? Est-ce qu'on cherche à surveiller, détecter? Est-ce qu'on cherche à optimiser, qualifier, personnaliser, prévoir? Dans quel domaine? Et puis, pour quelle valeur d'affaires derrière on cherche à développer ça? Et puis au-delà, une fois qu'on aura trouvé les premiers cas d'affaires qui vont répondre à un véritable problème, on va réussir à valoriser nos données. Et puis globalement, on va réussir à faire avancer aussi notre programme d'intelligence artificielle vers, pourquoi pas, une monétisation de nos données, qu'elles soient indirectes ou directes. Et on va intégrer cette réflexion de valorisation des données, propulsée par l'intelligence artificielle, directement comme un enjeu stratégique, parce qu'on a très certainement de l'optimisation opérationnelle à faire de façon très importante, de la gestion améliorée des risques, développement de nouveaux marchés, consolider des partenariats en s'échangeant des informations à très forte valeur ajoutée. Et aussi, on est capable, en transformant nos données de façon différente, de faire des monétisations directes. On échange des données, on va pourquoi pas se vendre des données plutôt packagées dans le cas où on pose des modèles dessus avec des prévisions,
parce qu'on ajoute de l'intelligence. On est capable d'améliorer des produits et des offres par l'ajout d'intelligence, ou voire même de développer de nouveaux services liés à des solutions analytiques. Donc en résumé, sur l'intelligence artificielle, les technologies et les applications nous permettent donc d'apprendre continuellement et automatiquement grâce aux données, de reconnaître des données, de réagir de façon autonome en fonction des données. Donc vous voyez, quand finalement on fait un petit bilan de ce que ça va nous permettre de faire, à chaque fois il y a un élément qu'on souligne en permanence et qui est présent dans ces 3 phrases, c'est bien les données. La donnée, si vous voulez vous lancer dans un programme d'intelligence artificielle, ça devient un actif stratégique pour votre organisation. Pour mettre en œuvre l'apprentissage machine, il est nécessaire de fournir des exemples variés et en nombre aux algorithmes pour favoriser la rapidité et la pertinence de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît toutes nos données? Est-ce qu'on a accès à toutes nos données? On travaille de plus en plus avec des prestataires, on travaille de plus en plus en mode cloud, en mode SaaS, en mode platform as a service. On a des modèles qui évoluent de plus en plus. Un des éléments importants, c'est donc, premièrement, d'identifier les bons cas d'affaires, mais c'est aussi la nécessité de bâtir des plateformes de données, ou en tout cas de commencer par cartographier ces données-là. Vous allez véritablement dégager une certaine valeur à partir du moment où vous connaissez vos données, vous savez où elles sont et vous savez comment les mobiliser. Alors, on a fait très rapidement un petit exercice. Vous voyez, quand on arrive, nous, sur des mandats qui sont liés à l'analytique, à la science des données, puis globalement à l'apprentissage machine, on parle de beaucoup de données différentes. On a fait cet exercice de vous en lister certaines, et puis vous voyez, on a fait l'exercice aussi d'en lister certaines, un petit peu comme elles nous sont présentées quand on arrive dans des mandats chez nos clients. Donc, il y en a beaucoup, elles sont diverses, elles sont variées, et puis elles ne sont pas toujours dans l'entreprise, parfois elles sont dans les systèmes legacy, parfois elles sont à l'extérieur, parfois elles sont chez des partenaires, parfois c'est des données externes, parfois c'est des données publiques, parfois c'est des données qu'on appelle le dark data. Ce qui va être très important, c'est de réussir dans les premières phases de votre programme d'intelligence artificielle à cartographier ces données-là, à réussir à identifier où elles sont, à réussir à identifier aussi dans l'industrie dans le monde industrie, quels sont les types de données qu'on utilise et que je n'ai pas aussi, pour pouvoir savoir celles qu'on va pouvoir aller acquérir d'une façon ou d'une autre. Donc, ce travail de cartographie des données, il est vraiment essentiel. Il va vous permettre de mettre en place une véritable stratégie, à la fois de travail sur vos données, dans vos propres plateformes, de travailler également avec vos partenaires, de mettre en place des stratégies de requêtage d'API pour aller chercher des données sur certaines plateformes. Ça va vous permettre aussi de mieux travailler, d'aller fouiller à l'intérieur de certaines données, par exemple des données de log. Il y a énormément de richesses qu'on peut trouver dans des données de log, mais il faut être capable d'aller identifier exactement ce qu'on veut et puis de les mapper, puis de travailler à partir de certains modèles pour pouvoir en extraire une certaine valeur. Voilà. La deuxième clé de succès, c'est d'aligner les besoins et les compétences pour implémenter l'IA. Moi, ce que je dis toujours, c'est que vous pouvez mettre en place des modèles très complexes. Si vous n'avez personne pour les comprendre, ça ne vous sert à rien et puis ça vous aura coûté beaucoup d'argent. Plus un modèle est complexe à mettre en place, plus ça prend de temps nécessairement, et puis plus ça prend d'argent pour pouvoir le créer, l'opérationnaliser. Donc, ce qui est véritablement important de faire, c'est de vous assurer que vous avez les bonnes compétences pour pouvoir comprendre les modèles que vous allez mettre en place. Au démarrage, vous n'allez peut-être pas avoir des modèles extrêmement complexes, mais vous allez au moins avoir des modèles qui vont vous donner des résultats, qui vont être interprétables par des personnes en interne. Et puis progressivement, que vous soyez accompagné d'ailleurs par des consultants, par des experts, par des personnes du monde académique, il faut qu'en interne, vous bâtissiez les compétences pour pouvoir
comprendre, pas nécessairement bâtir ces modèles-là, mais comprendre les modèles et leur complexité. Parce que votre maturité analytique, ben, ça va conditionner en fait la valeur que vous allez réussir à dégager sur les différents modèles. D'ailleurs, à ce sujet, je vais donner la parole à Élise Michaud-Simard, qui est donc data scientist chez Kerus, et qui va vous parler de l'importance justement de l'humain et puis des compétences dans des projets de machine learning comme elle réalise actuellement chez certains de nos clients. Alors, le machine learning, aussi appelé l'apprentissage machine ou automatique, est en fait, comme Antoine l'a mentionné, la composante de l'IA qui est la plus utilisée en entreprise. Donc, en fait, le machine learning, c'est quoi? En fait, ce sont des algorithmes, simplement, qu'on utilise pour classifier, segmenter ou encore prédire certains éléments dans nos projets. En fait, ici, on a décrit le processus pour le machine learning, donc de la préparation des données jusqu'au déploiement d'un algorithme. Il est important de savoir, en fait, que le machine learning a aussi une couche plus fine qui est le deep learning, donc les réseaux de neurones. En fait, la différence principale entre le machine learning et le deep learning est en fait que l'humain a besoin de faire une intervention dans le machine learning pour faire la sélection des variables. Ce que j'entends par là est en fait, si on prend un exemple aussi banal que différencier un chat d'un chien, si on utilise des algorithmes de machine learning, on doit spécifier les caractéristiques, par exemple, autant le plumage, le poil, que la longueur des pattes, que les griffes. On doit les spécifier lorsqu'on fait du machine learning, alors que dans le deep learning, par exemple, qu'on fait par image, on veut différencier un chat d'un chien, c'est l'algorithme même qui va être capable de faire la différence et de sélectionner les éléments importants qui permettent de faire la différence entre un chat et un chien. Sur ça, je vais passer la parole à Camille qui va vous expliquer les algorithmes les plus utilisés dans le machine learning. Oui, donc c'est important de comprendre pour commencer qu'on a deux types d'algorithmes en machine learning. On a le non supervisé et le supervisé. Rapidement, la différence, c'est que quand on prend des algorithmes à type supervisé, c'est qu'on connaît la variable cible qu'on veut aller chercher. Tandis qu'en non supervisé, qui est beaucoup utilisé pour la segmentation ou la réduction de dimensionnalité, c'est l'algorithme lui-même qui va aller séparer les variables avec des composantes que l'algorithme va déterminer. Donc, on n'a pas un but précis de définir une valeur, mais on veut seulement laisser l'algorithme travailler pour faire une segmentation que lui-même va juger. Donc, ici, on va vous présenter quelques algorithmes rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais on va vous les montrer brièvement. Le but de ça, c'est de comprendre qu'en tant que gestionnaire, on peut avoir la main sur le problème d'affaires qu'on a utilisé auparavant et quel type d'algorithme on peut utiliser pour répondre à ce problème. Donc, pour tout ce qui est optimisation de l'algorithme et tout ça, c'est bien souvent laissé à des gens, comme Antoine a parlé, souvent académiques, qui vont être plus capables de pousser l'algorithme, faire les hyperparamètres. Donc, je vais commencer pour la segmentation. C'est beaucoup utilisé pour aller chercher des profils clients. Donc, on va avoir plusieurs variables qu'on va vouloir créer des profils. Donc, aller voir quel type d'achat que ce client-là fait, à quelle fréquence, et de pouvoir segmenter les clients afin de pousser, par exemple, des campagnes marketing. Donc, disons, si on prend le KNN en segmentation, c'est simplement qu'on va distribuer nos variables sur un plan, comme on a vu, un plan avec des points. Donc, les deux variables, sinon, on aurait deux variables. Quels sont les types de variables qui se rapprochent les plus ensemble afin d'aller chercher des profils? Pour ce qui est réduction de dimensionnalité, c'est simplement si on est en big data ou avec énormément de variables dans nos données, on peut faire un algorithme, disons, comme un PCA qui est
un algorithme de réduction qui va prendre des variables qui se ressemblent et créer des facteurs afin de travailler avec, disons, 5 facteurs au lieu d'aller travailler avec 30 variables différentes, ce qui va permettre à l'algorithme d'être plus rapide et plus puissant. Pour les arbres de décision, on a plusieurs arbres de décision différents. En fait, peu importe lequel on prend, il fonctionne principalement de la même façon. Donc, ça va d'aller, c'est l'algorithme qui va déterminer quelle variable mis ensemble vient créer un profil, donc que ce soit classification ou régression. Donc, de dire, est-ce que mon client est un homme, une femme? Est-ce qu'il est âgé de plus de 30 ans ou de moins de 30 ans? Et il va briser l'algorithme et la donnée à un profil très spécifique. Donc, pour ce qui est du deep learning et ensemble et régression, je vais repasser la parole à Élise. Donc, en fait, le deep learning, ce sont des réseaux de neurones. Par exemple, le réseau de neurones convolutif permet de faire la reconnaissance d'images, ainsi que le réseau de neurones récurrents est très utilisé lorsqu'on a énormément de données historiques. Pour, par exemple, prédire si un client va partir, c'est un algorithme qui est très, très, très puissant. Ensuite, les méthodes d'ensemble. Je vais vous expliquer, par exemple, le random forest, en fait, qui est énormément d'arbres de décision qu'on met ensemble, qui permet d'avoir une plus grande précision sur la variable à prédire. Donc, les random forest, le gradient boosting et le bootstrap sont 3 méthodes d'ensemble très utilisées aussi pour la classification. Ensuite, la régression. La régression logistique aussi est un algorithme de classification binaire beaucoup utilisé. Ce sont des algorithmes plutôt simples comparativement, par exemple, aux méthodes d'ensemble ou encore le deep learning, mais elles sont aussi très efficaces dans certains cas. Je vais laisser la parole à Antoine. Merci beaucoup, Élise. Je me permets juste de revenir et puis de conclure sur cette slide-là. Pourquoi on vous donne ces éléments-là? Et puis pour certains d'entre vous, vous dites certainement mon Dieu, que c'est complexe. Mais en réalité, ça ne l'est pas. En réalité, ce qu'on souhaite, et pourquoi on vous présente ça, c'est qu'on pense que si vous voulez vous lancer dans la mise en place de l'apprentissage automatisé, de l'apprentissage machine ou de l'apprentissage profond, il va vous falloir apprendre ne serait-ce que ça. Ne pas rentrer dans les détails trop. Vous n'êtes pas des gens qui vont nécessairement apprendre à coder, à aller chercher dans les librairies Python où sont l'ensemble de ces modèles-là et les mettre en œuvre. Ça, Élise et Camille le font extrêmement bien. Mais en tant que gestionnaire, il est extrêmement important d'identifier est-ce que je dois mettre en place un algorithme supervisé, non supervisé, et quelle est la différence? Si je parle d'un problème de segmentation, quels sont les types de modèles qui vont pouvoir répondre à ma question? Et pourquoi aujourd'hui, la personne qui va développer le modèle et travailler sur son contenu et entraîner ce modèle-là va choisir soit un KNN, soit un K-mean, soit un regroupement hiérarchique. C'est extrêmement important de comprendre ça. Ça fait partie de ce que j'ai appelé la maturité analytique et d'essayer justement de saisir où est la différence entre ces modèles-là et puis de savoir, y compris en tant que gestionnaire, interpréter les résultats et pouvoir justement les interpréter pour se les approprier et pour pouvoir identifier à partir des résultats que vous allez avoir des plans d'action et transformer les résultats qu'on va avoir en valeur finalement pour l'entreprise. Donc c'est extrêmement important. On a juste mis un slide à très haut niveau ici, mais n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, à essayer de comprendre. Wikipédia va vous donner, ne serait-ce que dans le premier paragraphe de description, toutes les informations dont vous avez besoin en tant que gestionnaire pour comprendre ce modèle-là et pouvoir interagir justement avec l'équipe qui va travailler sur le contenu de l'algorithme. Alors, la clé de succès, justement, numéro 3, c'est que progressivement, la maturité analytique de l'organisation
va progresser et on va mettre en place de plus en plus de complexité autour des algorithmes et puis autour des agents d'IA, et on va commencer à justement rencontrer certains éléments de risque. Et ce qu'il faut être aujourd'hui en capacité, c'est, plus on met en place du complexe, plus il faut être capable de gérer les risques. Alors là, on a mis, c'est une étude ici, Google, Stanford, Berkeley, de OpenAI, donc ça, vous en connaissez certains. OpenAI, c'est l'initiative d'Elon Musk qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui ont fait, en fait, qui ont produit un article extrêmement intéressant sur justement les risques qui sont associés à l'intelligence artificielle. Et quand on commence à mettre en place de façon généralisée, à implémenter un programme d'IA, on peut être confronté à ce type de risque. Donc, si on y est confronté, il faut savoir identifier, il faut savoir corriger, il faut savoir réagir également par rapport à ça. Donc, très rapidement, on vous a mis les titres, mais on vous encourage aussi à aller chercher l'article en question. C'est un robot peut perturber l'environnement. C'est ce qu'on appelle en anglais le fait de avoiding negative side effects. Donc, la machine veut éviter des effets secondaires négatifs. Un exemple, c'est le robot nettoyeur qui justement pourrait renverser ou écraser ce qui se trouve sur son passage parce qu'il a calculé un itinéraire qui est plus rapide pour achever sa tâche. Donc, vous voyez, à ce moment-là, donc là, c'est un exemple de robotique, mais on peut voir également les applications au niveau du machine learning. Donc, c'est extrêmement important d'identifier ça. Également, la machine peut tricher. Voilà. Donc, c'est le fait de dire, ici, il y a certaines tâches encore à réaliser, la machine peut décider que finalement, ces dernières tâches peuvent mettre on va dire, en péril la stabilité du modèle, et puis peut décider de dire, non, ça y est, j'ai fini de travailler, et puis je m'arrête ici, donc de ne pas regarder en fait une partie du problème véritablement. Le troisième risque, c'est d'avoir une machine qui va ne pas se focaliser sur l'essentiel. Donc, on veut aujourd'hui être capable véritablement d'accompagner la machine progressivement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'abord de machine learning, puis de deep learning aussi. Et progressivement, on apprend aussi via l'humain qui va être en interface avec la machine à focuser le programme sur l'essentiel. On veut aussi être capable de définir la bonne autonomie accordée à l'intelligence artificielle et enfin d'évaluer sa capacité d'adaptation au changement. Quand il y a des changements importants dans son environnement, il faut que le modèle ou la machine soit capable justement de s'adapter et de faire évoluer son modèle en conséquence. Et enfin, un mot barbare pour finir, on va vous parler de sérendipité. Alors, la sérendipité, c'est quand on fait une découverte scientifique quand on s'y attend pas. Mais à ce moment-là, on est sur un concours de circonstances et ça va nous permettre de faire évoluer aussi notre compréhension. Donc, juste un chiffre intéressant, la sérendipité, on la connaît tous les jours, parce que 86% des consommateurs qui sont en interface avec un moteur de recherche tous les jours disent qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau quand ils vont taper une recherche à l'intérieur, ou nouveau ou en tout cas important qui les a aidés à améliorer leur connaissance. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir à la fois un esprit critique par rapport aux résultats qu'on va trouver, et puis d'avoir beaucoup d'ouverture. Je vous donne un exemple sur l'esprit critique. Je vais me permettre de citer justement un des use cases dont une entreprise d'assurance parlait dans le salon où on est allé cette semaine. Ils ont développé un modèle de gestion des risques liés aux inondations et se sont aperçus, en fait, quand ils développaient leur modèle, ils se sont aperçus que les risques d'inondation, en utilisant les données qui étaient des données satellites, avec notamment des codes d'altitude et des choses comme ça, qui étaient calculés automatiquement, les inondations faisaient systématiquement le tour des forêts. Systématiquement.
Donc, les premières fois qu'ils ont regardé ces modèles-là, ils ont été extrêmement étonnés. Ils se disaient même avec du sens commun, ils se disaient, ça paraît un petit peu bizarre, mais le modèle a l'air de nous dire que c'est véritablement ça. Jusqu'à s'apercevoir que finalement, en fait, les données d'altitude étaient erronées parce que au niveau des forêts, on prenait non pas les données d'élévation du sol, mais on prenait les données au niveau de la cime des arbres. Donc, ce qui veut dire que le modèle avait fourni une réponse, mais qui n'était pas forcément la bonne réponse. Donc, un esprit critique est véritablement important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont corrigé justement les données d'élévation et ont réussi à développer un modèle qui permet aujourd'hui de développer de nouveaux produits et services, ou en tout cas des nouvelles garanties au niveau des assurances qu'ils proposent. Donc, extrêmement intéressant. L'évolution, vous voyez l'évolution aussi au niveau de la philosophie d'un programme d'IA, c'est de se dire on va trouver des choses qui peuvent être étonnantes, qui peuvent être à remettre en question. Donc, il faut être capable de challenger en permanence ce qu'on va trouver. Et puis, après, au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est que quand on prend un cas client qu'on connaît qui aujourd'hui a réalisé que après avoir conçu l'ensemble de son parcours client, a réalisé qu'en fait une majeure partie de son churn, donc de son attrition client, donc le client qui quitte, est attribuable à cette mauvaise conception du parcours client en réalité. Donc là, ça demande effectivement énormément d'ouverture pour être capable de dire bon, on a découvert qu'en fait qu'on avait fait des erreurs. On a fait aussi des évaluations par rapport aux différentes solutions qu'on est capable de trouver. Et puis ça prend effectivement beaucoup d'ouverture puis de sérénité aussi pour les gestionnaires à haut niveau de dire on s'est planté, on va corriger, on va améliorer et on va mesurer ça aussi au niveau des résultats que vont nous apporter le modèle. On remet donc en question aussi un petit peu les connaissances business, ou en tout cas l'expérience, pour pouvoir s'appuyer sur des outils qui sont là, des outils qui peuvent donner des résultats, pas forcément dans le sens de ce qu'on attend. Et donc, c'est pour ça que l'ouverture d'esprit est véritablement important quand on met en place un programme d'intelligence artificielle. Alors, pour finir, en résumé, on va conclure par rapport au titre de ce webinaire. Le webinaire disait « Sommes-nous tous condamnés à l'intelligence artificielle ?» Bon, la réponse est quand même oui, à part si vous vivez très loin d'une connexion Internet déjà. Et puis, le message qu'on souhaiterait vous envoyer, c'est oser l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des résultats extrêmement intéressants à aller chercher. C'est de nouvelles manières aussi de penser nos organisations, de penser nos activités, de penser la valeur stratégique de nos entreprises sur les marchés. Mais ça prend effectivement du temps, ça prend de la réflexion, ça prend de faire des évolutions au niveau des organisations. Il faut d'abord essayer de bien définir le champ de l'intelligence artificielle qui nous convient et qu'on a envie de développer. Ensuite, trouver un véritable problème et identifier des use cases qui sont associés à ça, mapper ces données, cartographier vos données, les données qui vous appartiennent, les données que vous échangez avec vos partenaires, les données qui sont des données externes qui pourraient avoir une véritable valeur. Et à partir de ça, vous allez pouvoir lancer véritablement des travaux là-dessus. Soyez patient. Vous verrez que on commence généralement par calculer des baselines de modèles à partir de modèles qui sont extrêmement simples, qui ne sont pas toujours satisfaisants au début, mais on est sur une logique d'amélioration continue en permanence quand on déploie un projet d'apprentissage automatisé, d'apprentissage machine, voire de deep learning également. Et puis, à partir du moment où on identifie les bons use cases, il va être intéressant au niveau corporatif, donc au niveau groupe, de pouvoir aussi définir quelle est notre stratégie par rapport à ça et de voir où nous mène cette stratégie de valorisation des données par l'intelligence artificielle. Et y a-t-il des possibilités, des avenues de monétisation qui vont pouvoir assurer un ROI intéressant pour ce projet-là?
Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a gardé quelques minutes pour justement que vous puissiez poser certaines questions. Donc, on va juste aller dans notre logiciel pour pouvoir voir les questions que vous aurez posées par écrit. On va mettre notre micro sur mute quelques instants et puis on vous revient avec des informations. Merci beaucoup. Eh bien, apparemment, tout a été clair. On l'espère. On espère qu'on ne vous a pas trop perdu au travers de notre présentation. Ce qu'on souhaitait, c'était justement vous encourager à vous lancer là-dedans. Et puis, sachez que Kerus au Canada et puis dans le monde a aujourd'hui des équipes qui travaillent, des équipes de data science qui travaillent de façon intensive sur des cas clients, des mandats à l'heure actuelle, que dans tout type d'industrie. Donc, on a au niveau du retail, on a au niveau des biens de consommation également beaucoup d'actions là-dessus. On a bien évidemment au niveau du secteur financier, où on a de nombreux use cases, tant en Europe qu'ici aussi au Canada, puis localement aussi à Montréal. Donc on a des use cases extrêmement intéressants là-dessus. On est à votre entière disposition. N'hésitez pas à nous contacter directement via LinkedIn, Kerus. N'hésitez pas à me contacter moi aussi, Antoine, sinon à contacter donc Élise Michaud-Simard et Camille Dubé, que je remercie vraiment beaucoup pour leur participation, et puis parce qu'ils étaient chez des clients, puis ils sont rendus disponibles pour pouvoir m'accompagner sur ce webinaire. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci.